Hello, je rentre à l'instant d'un footing bien tranquille en course à pied où j'ai quasiment même pas transpiré et je me posais la question, est-ce que vous aussi vous avez l'habitude d'insérer des footings vraiment à l'aise dans votre préparation ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à essayer de battre votre record à chaque sortie? Parce que si vous faites partie de cette deuxième catégorie, j'ai envie de vous dire que vous foncez droit dans le mur. Vous allez plafonner un moment dans votre entraînement, vous allez stagner, vous allez vous surfatiguer et surtout vous augmenter terriblement le risque de blessure musculaire. Il y a une chose qui est indispensable à maîtriser en course à pied, une notion capitale. Et la notion dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle de l'endurance fondamentale. Et pourquoi est-ce qu'on la nomme comme ça? Eh bien, aussi simple que ça puisse paraître, c'est parce qu'elle est fondamentale à votre progression. Elle est véritablement la fondation même de votre entraînement. Et malheureusement, la majorité des athlètes que je rencontre s'entraînent beaucoup trop fort. Quand je démarre la prise en charge de leur entraînement, la première chose que je dois faire en règle générale, c'est les faire ralentir. Et je ne leur jette absolument pas la pierre étant donné que je suis moi-même passé par là. À une époque, il a fallu que je ralentisse l'allure de la majorité de mes séances pour pouvoir encore progresser. Mais pour pouvoir adapter son entraînement, encore faut-il savoir ce qu'est exactement l'endurance fondamentale. Et je vais vous l'expliquer grâce à ce graphique qui est tiré d'un test à l'effort exécuté en milieu médical. Ce que représente ce graphique, c'est entre autres l'évolution de votre consommation d'oxygène pendant la durée de votre effort. Et à partir de ce test, on peut déterminer des points spécifiques dans votre courbe où il se passe quelque chose au niveau physiologique. Ces différents points ont été appelés seuil 1, seuil 2 et VO2 max. Pour faire simple, la VO2 max, c'est la quantité d'oxygène maximale que vous avez été capable d'utiliser pendant votre effort. Elle est déterminée au moment où vous stoppez le test ou vous n'en pouvez plus. Avant le seuil 1, vous êtes dans un effort relativement aisé où le combustible que vous utilisez est principalement les lipides, donc vos graisses. Mais à partir du seuil 1, on commence à utiliser de plus en plus nos glucides durant l'effort. Et la consommation de glucides pendant l'effort entraîne la production de l'acide lactique. On a longtemps pensé que l'acide lactique était un déchet dont il fallait se débarrasser, mais on se rend compte que l'un de ses composants, à savoir le lactate, est recyclé pour pouvoir produire de l'énergie. Et jusqu'au seuil 2, la production de lactate est pleinement recyclée. À partir du seuil 2, nous sommes en surproduction et le taux de lactate sanguin va très rapidement augmenter, ce qui nous amène à l'épuisement. Donc pour faire simple, ce qu'il faut retenir ici, c'est que entre le seuil 1 et le seuil 2, nous consommons des glucides. Or, notre stock de glucides pour nos efforts est limité. Et une fois qu'il arrive à épuisement, nous sommes stoppés dans notre effort. Donc si nous voulons devenir des coureurs de longue durée, des coureurs endurants, comme c'est le cas dans le triathlon, nous devons optimiser l'utilisation des lipides à l'effort et nous y arrivons en nous entraînant en zone 1. Et si je veux même être plus précis, je devrais vous dire que l'idéal est de s'entraîner aux alentours du seuil 1. Et c'est précisément cette zone que l'on appelle la zone de l'endurance fondamentale. Les avantages de s'entraîner en endurance fondamentale sont nombreux. Vous allez renforcer votre cœur et vous allez surtout renforcer son efficacité. C'est-à-dire que pour un même nombre de battements par minute, il va être capable d'expulser plus de sang vers vos muscles et donc d'amener plus de nutriments. Le réseau de capillaires sanguins va lui aussi se densifier, donc autour de vos muscles, vous aurez plus de veines, plus d'artères pour amener plus de nutriments à vos muscles. Vos cellules musculaires, elles aussi, deviendront beaucoup plus efficaces et devront brûler moins d'oxygène pour un même type d'effort.
Grâce à cet entraînement, vous allez également renforcer vos tendons et vos os, ce qui vous éloignera des blessures. Toutes ces adaptations physiologiques n'auront qu'un seul résultat, vous faire courir plus vite, plus longtemps. Et le dernier gros avantage de l'entraînement dans cette zone, c'est qu'il ne vous causera quasiment aucune fatigue. Rappelez-vous du graphique, la zone 1, on consomme majoritairement des lipides à l'effort et en zone 2, la proportion de glucides consommés à l'effort augmente. Or, la consommation de glucides est un stress pour l'organisme et les réserves sont limitées, je vous le rappelle. Donc, cet entraînement entraîne beaucoup plus de fatigue qu'un entraînement en zone 1. Vous aurez également besoin d'un temps de récupération beaucoup plus important après un entraînement en zone 2 ou zone 3, étant donné que vous courez plus vite. Donc, l'impact de cet entraînement est également plus important au niveau musculaire, tendineux, cartilagineux. Mais si nous voulons augmenter notre endurance, il est nécessaire de s'entraîner régulièrement. Donc, au plus votre entraînement sera léger en intensité, au plus vous aurez ces adaptations physiologiques sans créer de fatigue et au plus vous pourrez vous entraîner régulièrement et souvent. Les entraînements en zone 2 et 3 ne sont pas à proscrire totalement, évidemment, ils ont leur intérêt, mais vous allez passer la majorité de votre temps en zone 1. Ça peut aller jusqu'à 80% du temps de votre entraînement, mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Vu sous cet angle, évidemment, l'entraînement en endurance fondamentale n'a que des avantages. Pourtant, j'entends souvent dire que cet entraînement est lassant et que les gens s'ennuient pendant qu'ils s'entraînent à si faible intensité et qu'ils n'ont même pas l'impression de réellement s'entraîner. À ces sportifs, j'ai juste envie de dire, arrêtez d'associer intensité avec efficacité. Ce n'est pas parce qu'un entraînement n'est pas intense et que vous n'avez même pas l'impression de vous entraîner que cet entraînement n'est pas terriblement efficace. Si vous vous ennuyez pendant ces entraînements, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est quelques éducatifs techniques. Ça vous fera passer le temps beaucoup plus rapidement, vous aurez un focus lors de votre entraînement, pensez à votre technique et surtout, vous avez un autre facteur de progression pour augmenter votre vitesse de course, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo qui s'affiche à l'instant. Après toutes ces considérations, l'important est de savoir précisément où se situe votre zone d'endurance fondamentale. Si vous avez réalisé un test à l'effort comme celui que je vous ai présenté, là, pas de souci, vous savez où se trouve votre seuil 1. Donc, si par exemple, votre seuil se trouve aux alentours des 130 battements par minute, l'idéal serait de vous entraîner entre 125 et 135 battements par minute. Maintenant, si vous n'avez pas réalisé de test, on a coutume de dire que l'endurance fondamentale se termine aux alentours des 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Mais pour cela, vous devez connaître votre fréquence cardiaque maximale. Une première manière de déterminer votre fréquence cardiaque maximale est d'utiliser la formule 220 moins votre âge, ce qui équivaut à votre fréquence cardiaque max. Malheureusement, cette formule ne représente pas réellement votre fréquence cardiaque maximale, que vous soyez très peu entraîné ou très entraîné, cette formule ne correspondra pas à votre réel maximum. Il est possible de déterminer votre fréquence cardiaque max sans faire de test à l'effort, mais en faisant plutôt un test de terrain, ce test qu'on appelle le demi-Cooper. Après 20 à 25 minutes d'échauffement et quelques déboulés pour commencer à faire monter votre rythme cardiaque, vous allez réaliser 6 minutes à votre maximum. Dès les 6 minutes terminées, vous allez prendre votre pouls et compter le nombre de battements par minute à ce moment-là et cela équivaudra à votre fréquence cardiaque maximale. Mais pour vous donner plus une idée de sensation lorsque vous courez en endurance fondamentale, vous devrez être facilement capable de parler à ce rythme-là. On a coutume de dire, vous pouvez parler mais pas chanter. Vous devriez même être capable de continuer votre entraînement des heures durant. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez pleinement pris conscience qu'il n'est pas nécessaire de se défoncer à chaque entraînement pour progresser et que même des séances très cool sont indispensables pour exploser vos prochains chronos. Donc si cette vidéo a pu vous être utile, laissez-moi un like et partagez-la à la personne qui pourrait être susceptible d'en avoir besoin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines publications. Et d'ici là, bon entraînement. Ciao, ciao!